Hey, salut Guillaume, comment ça va? Ben, ça va super bien. Ah, C'est merci plaisir d'être de te venu. voir, Bah même si oui, c'est encore à travers un écran. c'est vrai que nous sommes, pour ceux qui nous regardent, nous sommes en confinement à l'année 2020, au plein milieu du COVID-19, en pandémie mondiale, ici à Montréal. Donc, d'abord, nous avons les plaisirs d'avoir Guillaume Soyer, un collègue et ami, euh, une amitié qu'on a développée depuis quelques années. Puis aujourd'hui, nous sommes là pour connaître un peu plus sur toi, Guillaume, savoir un peu sur ton parcours, puis nous aider à continuer dans cet élan avec ce projet qui s'appelle Daily Life of an Agility Enabler. Puis qui est meilleur que toi pour nous aider à dévoiler ça? Puis pour celle-là, j'aimerais t'inviter à te présenter, puis nous parler un peu de ton parcours, ce qui te vient à l'esprit en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir les coachs agiles, les facilitateurs, l'animateur de l'agilité que tu es devenu aujourd'hui? Puis, j'aime bien ta phrase qui est meilleur que toi, peut-être pour te présenter. C'est peut-être pas forcément toujours soi Ah oui, qui c'est sommes les vrai, meilleurs. Mm. c'est Il vrai. y a, souvent, on est vu à travers le prisme des autres. Et ouais, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais rien que cette petite phrase-là, ça me faisait penser à tout un tas d'images qu'on me projette sur ce que je suis comme coach. Et elles sont des fois vraiment différentes. C'est très intéressant. Ah bon? C'est très Al- intéressant. Alors, tu dirais quoi sur toi maintenant? Euh, Moi, en fait, je suis un ingénieur technologique qui a pris des chemins de traverse. Oh, Et quand tu m'as fait l'invitation, bon, je t'ai dit que j'ai rien préparé, mais en fait, j'ai quand même pensé un petit peu à mon parcours en disant, ben, comment j'en suis arrivé là, à la grande surprise de beaucoup de gens qui me connaissent depuis 20-30 ans, en fait. ah ouais? Ouais. Et moi, mon parcours initialement, c'est ingénieur en informatique industrielle, en électronique. OK. Et tu sais, j'ai payé mes études en faisant des développeurs Canal+ pirates en France. OK. Donc toi, c'est mettre les mains dedans, souder, coder des microcontrôleurs, c'est ouvrir des ordinateurs, c'est ça qui me parlait quand j'avais 20-25 ans. Donc vraiment, tu sais, des diplômés ingénieurs, techniques, très, très science. La science m'a beaucoup porté. Et puis avec le temps, en fait, j'ai découvert moi Montréal parce que je suis venu faire une maîtrise en gestion de projet ici. Ah, OK, ça, je ne savais pas. En, c'était déjà il y a pas mal d'années. Donc j'ai démarré assez vite en prenant en charge des projets, des petites équipes, leaders techniques. Et puis euh, et puis le côté humain en fait a commencé assez tôt à apparaître un peu dans mon chemin très technologique ou de développement. À travailler à plusieurs, monter une petite équipe quand je suis arrivé au Québec ici en 99. Petite équipe vraiment intéressante là parce que on était 8, il y avait 8 nationalités différentes. Wow! C'est Donc ça, Montréal. ouais, côté perspective, côté humanité différente, c'était vraiment intéressant. Puis je pense que tout ça, ça a été des fondations. Et puis je restais gestionnaire de projet, et puis certifié du PMI, à faire Oh, du bon vieux waterfall. Et tout ça avec, euh, avec derrière l'humain toujours présent. OK. Comment ça? Raconte-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire, l'humain derrière tout ça? Mais assez tôt, ça a été, OK, on a des plans, on fait des plannings, on donne des dates, euh, mais, euh, mais assez tôt, ça s'est fait avec l'équipe, avec les équipes que j'avais. C'était, OK, comment on peut faire ça ensemble? Des petites notions de planning, mais pas encore, euh, pas encore dans des processus Scrum ou Agile qui pouvaient exister. Ou, donc il y avait un peu cet ADN-là, je te dirais, Euh, qui existait. Si jamais je reviens un petit peu en arrière.
on restait dans le triangle de la mort classique de gestion de projet, hein, on s'entend, Mhm. mais, gérer avec, puis ce mot gérer était vraiment là, gérer avec, travailler avec les gens. Hmm. Et puis, assez tôt, j'ai pris des rôles d'architecte, d'architecte Java, des développements, faire des architectures de solutions un petit peu plus grosses. C'est ça qui m'a amené un petit peu à cette notion de scaling, hein, qui me porte beaucoup en ce moment. Regarder des visions systémiques. J'ai toujours un petit peu eu ça, en fait, cette envie de, cette envie de voir le big picture. OK. Et, ce qui m'a amené finalement assez tôt, quand je regarde début des années 2000, à avoir, à mixer de la gestion de projet avec des postes de gestionnaire. C'était OK. très... Tu as fait déjà la gestion quand même. Oh oui, puis j'ai fait beaucoup de gestion en fait, Hmm. qui était de la gestion un peu plus technique, avec de la gestion d'équipe, gestionnaire de projet. Mhm. C'était assez mêlé dans ces rôles-là, dans l'organisation dans laquelle j'étais. Et ce qui m'a amené, je dirais, à début des années 2010, à vraiment prendre en charge une R&D au complet, là, 50 ou 60 personnes en tant responsable de ce centre-là. Ah, Et mes débuts en agilité, c'était avec cette équipe-là, OK. en 2008. Tu peux en parler un peu plus? Oui, en fait, c'était marrant, c'était vraiment ce que j'observe chez beaucoup de clients en ce moment, une, euh, une agilité de performance. Comment on pouvait OK. livrer plus vite? C'était vraiment Hmm. ça le driver. Parce que je travaillais dans le monde des cartes à puce, des cartes bancaires, et on faisait le lien entre les deux. Comment faire du commerce mobile et de la banque mobile sur les nouveaux téléphones intelligents qui ont émergé dans ces années-là. C'était au milieu des années 2000. Wow. L'iPhone, c'était quoi? Ah. 2009, 2007? Oh, Dans ouais, ces c'est eaux-là, ouais. ça. Beaucoup plus après. Ouais. Et là, euh, on a fait face à une réalité, c'est que notre capacité à faire des plans de projet, à faire de l'analyse, on n'allait pas assez vite par rapport au changement du marché. Le Hmm. temps parce que nos projets, c'était souvent des choses de 8, 10, 12 mois à une trentaine de personnes. Et le temps qu'on construise comme recherche et développement ce plan de projet-là, la techno avait changé, le monde avait changé, il y avait un nouvel OS, il y avait un nouvel opérateur sur le marché. Et donc, on n'y arrivait pas. Fait qu'il y avait déjà cette notion-là de on est derrière les marchés, comment on fait comment on va remplir les gaps qui existent. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui m'a amené à l'agilité, là, en étant gestionnaire de projet et gestionnaire dans ces équipes-là. Il faut qu'on change. On n'arrivera pas à survivre au marché si on met toujours 12 à 18 mois à aller sur le marché, alors que il y a des concurrents, des petites startups. C'était vraiment les débuts des téléphones intelligents là, à cette époque-là. Mhm. Et on C'est était vrai. trop lent. Puis tout de suite après, je vais revenir après, parce que tu as plusieurs chapeaux que tu as remplis dans ton parcours qui est assez euh, grand et long. Et tu as utilisé, tu as parlé de gestion de projet, Waterfall à la PMI. Tu as fait la gestion de l'architecture, l'accompagnement des équipes. Et tes débuts avec l'agilité, tu mentionnes que c'est selon ce que j'entends, c'est dû à cette gap qu'il y avait avec les marchés. Puis là, la question qui m'amène qui m'amène à savoir un peu plus, c'est qu'est-ce qui a fait que tu continues dans ce cheminement-là pour devenir coach agile, puis continuer à travailler dans son espace plus, moins technique, puis plus systémique, en fait. Puis l'espace technologique, il est toujours là. Hmm. J'accompagne et je travaille quasiment exclusivement. Enfin, je fais toute ma carrière autour du développement logiciel. Les clients que j'accompagne, ils sont là-dedans. Ils sont dans les transformations numériques en ce moment.
Ce qui veut dire Tu il y mets en a valeur, tu mets en valeur vraiment tes connaissances précédentes. je m'aperçois maintenant que ça me permet une meilleure connexion. Hmm. C'est comme ça que je le vois. Je suis plus technique, mais je peux et c'est beaucoup plus facile pour moi d'interagir avec des équipes. Je les comprends. Ma capacité d'empathie avec des équipes de développement logiciel, elle est très grande. Beaucoup plus, par exemple, que quand j'ai fait quelques petits bouts avec des équipes entièrement en finance, où là, c'était un petit peu plus difficile. Ah, c'est intéressant Donc, que tu ouais. mentionnes ça, en fait, parce que, tu sais, euh, j'en ai fait déjà avec celui-là, ça fait comme 4 entretiens. Puis, tu es la première personne qui parle du fait que le domaine, il y en a une importance pour les coachs, en fait, pour la personne qui accompagne. Il y en a certaines nuances à tenir en considération. Au moins, c'est ça que j'entends. Ben, moi, je vois un bénéfice pour moi parce que ça me crée des liens beaucoup plus facilement avec les gens que je vais coacher. Donc, il y a une sorte, on se regarde, on se comprend, je connais le vocabulaire, je connais ce qu'ils vivent. Ça me permet de rentrer en connexion, je pense, plus facilement. De la même manière que ça me permet de rentrer en connexion et en empathie extrêmement facilement avec des gestionnaires de projets Waterfall, qui, avec des gestionnaires tout court, qui peuvent souvent se sentir un peu démunis par rapport à, euh, par rapport à un lâcher-prise ou une délégation et par rapport à l'agilité en général. Donc, tous ces éléments-là de mon passé, en fait, font en sorte que je vois l'avantage de les avoir vécus. Et un peu dans la triade d'accompagnement que je fais depuis une dizaine d'années maintenant, qui sont accompagner des individus, accompagner des équipes, accompagner des organisations, à chaque fois, je vois l'intérêt d'avoir cette expérience-là et pas de la rejeter en fait. Je vois un Hmm. peu mon cheminement comme une espèce de haut long. Tu sais, c'est OK, je suis parti très technique, développeur, puis j'amène une complexité de gestion de projet. Puis là, depuis quelques années, c'est d'avoir accès à cette complexité de relations humaines qui sont fondamentales, en fait, qui sont quasiment que ce que je fais dans mon métier maintenant, Hmm. et qui n'enlèvent rien à ce qui est à l'intérieur. C'est juste comme si dans tout mon cheminement, toutes mes expériences m'avaient amené à aller chercher plus de capacité d'empathie, de compréhension, de, euh, de complexité, en fait. Wow! Puis l'image qui me vient en tête, puis s'il te plaît, aide-moi, c'est comme une espèce d'oignon. Tu sais, on commence avec un petit truc au centre, puis là, tu sais, ça commence à être plus grand, plus grand, plus grand, puis voit qu'on devient un oignon complet et tu sais, qui peut grandir ou répéter, tu sais, ou répétisser selon le besoin du moment, en fait. Puis, Ouais, tu vas chercher. En fait, c'est pas comme si tu faisais du pick and choose, c'est entièrement intégré en toi. c'est tout intégré, c'est ton Ouais. oignon au complet. Mm. Puis tout ça, c'est ton Mm. système, en fait. Puis là, ce que j'aurais envie de savoir, Guillaume, parce que c'est fascinant la façon que tu les présentes, euh, et qu'est-ce qui fait que ça soit important, le fait que tu as pu connecter toutes ces expériences-là ensemble? Quelles sont les valeurs que ça vient chercher chez Guillaume? Euh, on parle beaucoup de développement personnel, hein, surtout dans nos métiers, puis dans les sphères dans lesquelles on navigue. Puis euh, moi, finalement, il y a un mot qui me parle beaucoup plus, c'est une sorte de reconnexion. Reconnexion. Et reconnexion finalement à soi-même. Et quand je vois ce que je fais, j'ai pas de, c'est pas comme si j'avais vraiment appris quelque chose de complètement nouveau qui n'était pas en moi dès le début. C'est juste que je l'utilisais moins quand je faisais de la gestion de projet plus classique dans une organisation plus hiérarchique. Mais quand je regarde mes premières armes comme gestionnaire ou leader technique, on travaillait déjà en équipe. Hmm. Donc il y a un peu cette notion-là qui fait que j'ai un peu cette
croyance profonde que pour avancer, on n'est pas obligé forcément de rejeter notre passé. Il y a un peu cette notion de plutôt l'intégrer, de l'accueillir. Hmm. Fait que c'est Et comme si tu es dans, tu vas naviguer. Moi, l'image qui me vient en tête, c'est comme tu fais ton parcours, tu vas acquérir de cette expérience. Au lieu de dire, ah, ça, gestion de projet typique, traditionnel, moi, je suis dans le monde de l'agilité. Au lieu de faire ça, tu es comme en train d'embrasser et apprivoiser tout, puis pour pouvoir agrandir ton terrain de jeu, puis pouvoir être plus dans l'empathie, en fait. Moi, j'entends tout ça. J'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que ça vient chercher chez Guillaume? Parce que tu parles de réconnexion avec soi et tu as mentionné l'empathie. Et j'aimerais en savoir plus comment tout ça se connecte en toi. en fait, moi, il y a eu un moment assez charnière dans ma carrière qui s'est passé en 2012, qui a transformé en fait finalement ce que je voulais faire, puis de quelle manière je voulais le faire. J'ai vécu la fermeture du centre dans lequel j'étais le gestionnaire de recherche et développement, qui s'est fermé pour remonter tout ça en France. OK? Et ça a été une période extrêmement difficile parce que pendant 8 mois, je me suis retrouvé comme investi de garder en fait une cinquantaine de personnes motivées en sachant que le centre allait fermer, donc ils allaient perdre leur job, moi inclus, avec également à réfléchir à une proposition de quitter le Québec pour aller monter ce nouveau centre dans le sud de la France, donc aussi des choix de vie pas évidents à faire. Et, et surtout d'observer pourquoi ça arrivait, ça. Et, et a posteriori, puis même sur le moment, j'observais que ce qui arrivait, c'est parce que on subissait des égos de gestionnaires. On subissait une organisation de type hiérarchie très orange, là, si tu connais le modèle de Laloux, Mhm. donc très basé sur la performance, les égos, le contrôle. Et si jamais on fermait ce centre-là, c'est parce qu'il y avait un nouveau VP qui était arrivé et qui voulait, comme tout grand mal alpha, marquer son territoire. Et une manière de marquer son territoire, c'était de fermer ce petit centre-là à Montréal et de reconstruire un plus près de chez lui. Hmm. Et, et ce que j'ai beaucoup observé, puis je l'ai vécu aussi moi-même, c'est à quel point ces organisations-là, ces structures-là, ces cultures-là généraient de la souffrance. Et à quel point elles généraient de la souffrance chez des gens qui pouvaient en être victimes, hein, les gens dans les équipes, moi inclus, mais également de la souffrance chez les bourreaux. Comment ça? Mais cette personne-là, me semble, puis j'ai eu beaucoup de conversations avec elle, avec ce vice-président, cette personne-là était aussi prisonnière de ses engagements, prisonnière de ses engagements envers ses boss, prisonnière de ses schémas, aucune vulnérabilité. Il fallait pas, à partir du moment où la décision était prise, il n'y avait aucun retour en arrière. Ça aurait été montré qu'il n'était pas capable d'amener une décision jusqu'à son terme. Donc tout le monde a souffert pendant cette période-là. Wow. Puis là, la souffrance, tu as dit euh, que ça a été un point important en 2012 pour toi. Qu'est-ce que ça veut nous chercher chez toi, cet moment-là qui a fait comme. Et pourquoi et qu'est-ce qui fait que ça soit important dans ton parcours? Ça a été je pense, le point d'inflexion qui m'a dit plus jamais je veux travailler. En fait, je veux faire partie prenante de ces cultures-là. Hmm. Puis mon métier va être d'amener aux organisations d'autres perspectives, d'autres manières de faire les choses qui vont permettre de ramener l'humain au centre et de plus avoir à subir
ces souffrances-là. Wow, c'est un bel propos de vie. Et alors, c'est pas sorti comme ça, hein. Ah, Là, c'est là, ça. là, je t'en parle parce que j'ai découvert quelques années après des approches d'enquête appréciative qui parlent de thèmes, qui parlent de propositions évocatrices. Puis j'ai retravaillé ça pour sortir cette proposition évocatrice-là, où je parle même plus de souffrance, je parle plutôt d'environnements humains qui permettent d'accueillir la motivation. Et, mais je vois en fait, il y a quasiment un mois, là, juillet 2012, où il y a eu ce switch-là. Et ce qui est Puis, très intéressant, oui, vas-y. c'est que ça m'a pris presque 1 an de plus avant de sauter le pas. Puis quand tu dis sauter le pas, puis on va enchaîner avec la prochaine question que j'aurai comme qui vient de soi même. C'est quand tu dis que tu as fait les pas, les sauts, c'était envers quoi en fait? Changer de métier, OK, tu changer de as vie, fait comme, tu as arrêté d'être gestionnaire pour devenir quoi? pour devenir ce qu'on appelle coach agile. OK, tu as fait les sauts, puis ça, c'était ton parcours. Ouais. Un- un- ouais. Et ce qui m'a amené finalement à changer de perspective dans l'accompagnement. J'ai Hmm, essayé pendant 1 an de faire cet accompagnement en étant gestionnaire dans une autre entreprise hmm, et en me rendant compte que c'est absolument impossible. Je ne pouvais pas être à l'intérieur de l'organisation avec un rôle de gestionnaire, avec tout ce que ça comporte. mhm. Et à un moment, me rends compte que, waouh, il y a la moitié de ce que je fais pour lequel je ne suis pas aligné. C'est Ça ne intéressant. marche pas, ça. Ça connectait avec une conversation qu'on avait avec des autres coachs ce matin, où on parlait c'est vraiment la posture de coach, puis quelle est la compétence qu'on amène aux entreprises qui nous différence de ce qui amène les gestionnaires. Puis tu amènes cet aspect-là de la possibilité d'avoir, pas nécessairement le responsable d'être à l'intérieur du système, au contraire, d'avoir un pas de recul pour pouvoir les voir de son ensemble et de pas nécessairement avoir les commitments ou la responsabilité qui vient avec le rôle de gestionnaire, en fait. Oui, c'est Puis je intéressant. pense qu'on peut, Hum, ouais, on peut pas l'avoir. J'ai eu des mandats à un moment où on voulait faire reposer sur moi une responsabilité de transformation agile. mhm. Hein, puis tu te rappelles duquel, hein, on était ensemble Oui, c'est ça. avec la Au même personne. client, on a Ouais. partagé, ouais. Et c'est une nature que j'ai pu avoir dans le passé. Et là, tu voyais comme, OK, là, il y a quelqu'un qui essaie de déposer sa responsabilité à moi. Puis là, tu voyais comme immédiatement, il y avait comme, ah, je suis capable, dans la posture de coach agile, de pouvoir comprendre mieux la personne qui est devant moi, qui essaie de faire ça, et de pouvoir l'accompagner mieux dans son parcours. Oui, puis En vraiment étant, de rentrer en résonance avec ces personnes-là hmm, pour, euh, pour pouvoir comprendre ce qu'ils vivent. Euh, et puis là, depuis quelques années, j'utilise beaucoup l'enquête appréciative euh, qui m'a beaucoup guidé dans la manière dont je vais rentrer en empathie, qui est euh, finalement se poser les bonnes questions, puis si possible, que ces bonnes questions soient positives. Puis là, tu m'amènes à la prochaine question avec ça. C'est, tu dis que je rentre en empathie avec la personne qui est devant moi, j'accompagne pour que le système puisse, jamais nécessairement, pour ne pas revivre ce que tu as vécu en tant que gestionnaire, au contraire, aider aux organisations à créer une culture où l'être humain est au centre. Et là, la question qui tue, c'est qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça? C'est dans une journée typique. Quels sont les éléments clés qui te permettent de faire ça dans tes journées en clientèle? Euh, En fait, je pense qu'il n'y a quasiment jamais une journée typique. OK, ouais, mais ça, ouais. Et, euh, et puis après, ça dépend. Si je suis plus en travail avec les équipes, effectivement, il y a une certaine routine qui vient des processus qu'on met en place. Mhm. Mais pas mal ce que je fais depuis ces dernières années, c'est beaucoup de l'accompagnement plus systémique, comme du coach de transformation, avec OK.
pas mal surtout des conversations. Donc cette notion de rentrer en empathie et de comprendre ce que vivent les gens, je pense qu'elle est assez fondamentale. Donc à les écouter, Mhm. à essayer de poser des bonnes questions, puis à comprendre ce qu'ils vivent et surtout, c'est quoi leurs intentions profondes? Qu'est-ce qu'ils Mhm. veulent vraiment? Et, euh, et en quoi, après, tout mon bagage autour de l'agilité, incluant les processus, euh, pourrait les aider à cheminer, ce qui Ok. amène finalement Ouais. à... Et toi, là, je travaille avec des groupes de product owners, euh, Mhm. où je travaille avec des Scrum Masters. Et, euh, et quand finalement, c'est comme du mentorat avec eux, bah, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu agis? Et au service de qui? Puis quelles sont vraiment les intentions? Puis Mhm. là, et puis essayer de ramener le fait que bah, c'est la personne qui a les clés. Alors après, j'ai toute mon expérience, j'ai tout un tas de choses que je peux amener qui peut éviter de louvoyer ou de réinventer la roue. Euh, mais c'est surtout ça, en fait, mes journées. OK. Toi, puis Et oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. j'ai deux exemples de mentorat ces derniers temps. Euh, un mentorat que je fais avec une gestionnaire dans une banque. Et, euh, et en fait, tout le travail de ces dernières semaines a été de changer la question pour la ramener à... Puis la question est devenue, qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon métier? Hmm. Toi, on était loin de l'agilité, là. Oui, pas mal. Sauf que derrière, ce qui l'a fait vibrer dans son métier, bah, c'est toutes les valeurs qu'il y a autour de l'agilité. Hmm. Fait que finalement, puis aide-moi à comprendre, Guillaume, tu sais, tes journées typiques passent à travers des conversations, si je retiens bien, puis tes conversations ont une intention profonde d'aller, pas nécessairement confronter, mais remettre en question la personne pour qu'il puisse trouver la clé à l'intérieur, puis pouvoir dévoiler c'est quoi, regarder c'est quoi ses intentions à travers chacun des actions, puis pouvoir mettre ça au service des soi et de l'organisation, le système auquel il participe. Ouais. Puis Puis le défi, ouais. le défi, oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. Le défi, c'est de le faire sans confrontation. Hmm. Et c'est pas forcément facile avec, euh, suivant l'ouverture des gestionnaires à qui je parle. Et en fait, je pense que c'est le plus gros défi quand je regarde mon travail, c'est d'essayer d'être dans cette posture-là, d'essayer de garder ces valeurs-là, souvent dans des contextes toxiques. Hmm. Ouais. Et Comment garder la distance, en fait, tu sais, entre toi, tes sentiments, la personne et l'environnement qu'on essaie d'influencer, aider, ouais. accompagner. Hmm. Et toi, euh, et les premières étapes, c'est donc rentrer en empathie, comprendre ce que vit Hmm. l'autre. Tu sais, que comprendre le gestionnaire qui, lui, a construit tout son succès, toutes ses croyances autour du contrôle, Mhm. et comment ne pas le confronter et l'amener à essayer que peut-être un peu moins de contrôle ou une autre manière de faire pourrait lui amener encore plus de succès. Et ça ressemble à la danse, en fait. C'est Mhm. comme je sais pas, euh, quand tu parlais de ça, c'est comme, tu sais, quand tu vas danser avec quelqu'un, il y en a une invitation que tu fais, tu peux te rejeter ou accepter. Puis même quand tu es accepté, tu ne sais pas c'est quoi le style de danse de l'autre personne. Et il faut s'adapter rapidement en faisant des erreurs, puis tout ça, des pas en avant, en arrière, des demi-tours. Et pour finalement voir si des fois ça fonctionne, la danse, des fois ça va moins bien, mais finalement on Mhm. finit par danser d'une certaine façon. Puis là, ce que je me demande, c'est en faisant ça, quels sont les trucs que tu peux y donner tu sais, à des gens Scrum Masters ou des animateurs de l'agilité qui veulent mais apprendre à danser aussi comme toi, en fait, et qui arrivent plus vite pour arriver plus vite à faire ces clics-là, qui fait en sorte que
quand tu es dans un environnement qui n'est pas nécessairement très favorable, tu puisses réussir à passer à travers. Alors, moi, c'est marrant parce que Puis, moi, si jamais on pose la question à des gens autour de moi de qui je suis, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire je suis un gars de processus. Je donne des formations, je maîtrise le safe, le scrum et c'est ces trucs-là. Et c'est marrant parce que pour moi, c'est une véritable polarité dans laquelle j'adore travailler. C'est que j'adore les processus pour mieux les déconstruire. hmm, Puis quand je donne une formation, par exemple, au bout d'un moment, tu sais, on a pu parler pendant 1 heure de à quel point c'est magnifique comment tout ça, ça se met en œuvre, et puis les rôles, et puis les, les, les meetings, les processus, tout ça. Puis quand tu regardes du safe ou du less ou du DAD, là, tout ça est imbriqué, puis c'est beau, hein, c'est des beaux châteaux. Puis au moment de leur dire, mais tout ça, on s'en tape, hmm, on s'en balance. c'est vrai. Et c'est super cool, mais c'est pas ça qui est important. En revanche, si ton besoin profond, c'est de visser une vis, tu as plutôt intérêt à avoir un tournevis plutôt qu'un marteau. Hmm. Et C'est intéressant, c'est comme les processus ont une fin, c'est vraiment, dès que tu comprends la philosophie derrière le processus, ça sert à rien, ben, honnêtement. t'en as plus besoin. Il te Hmm. sert. En fait, c'est la fondation C'est la fondation. de la première valeur agile, hein. Hmm. Si t'as pas enfin, une fondation de processus qui vont te permettre de démarrer des relations interpersonnelles, ben, tu y arriveras peu. Et donc, moi, en fait, le conseil que je donne, puis souvent, enfin, c'est pas vraiment un conseil, c'est finalement ce que je fais quand je rentre dans une organisation au début, c'est que j'essaie de voir ce qui va leur parler. Hmm. Et puis, 9 fois sur 10, ce qui va leur parler, c'est des structures, c'est des processus. C'est Et vrai. d'utiliser ces leviers-là, parce que ça va permettre de rentrer. Ça va permettre, ça va permettre de rentrer en connexion Hmm. avec ces gens dont je sais, j'étais eux. Puis ce qui leur parle, c'est les processus. Pourquoi Safe, ça marche super bien en ce moment? Parce que c'est hyper carré. Et Ça parle aux gens. voilà. Et donc, moi, je rentre en communication avec eux. Hmm. On est capable de mettre en place des choses pour pouvoir ensuite plus facilement les déconstruire quand on avance dans le temps. Fait que Donc finalement, finalement, tu crées un pont en parlant et le même oui, langage qui comprend, et après, tu défais tout ça pour revenir à la base, qui est vraiment l'humain au centre de ça. puis l'intention, elle est toujours là. Ouais. C'est juste que si jamais j'arrive avec un directeur principal qui, lui, fait de l'agilité parce qu'il se fait dire qu'il faut en faire, ou parce qu'il n'est pas assez performant dans ses équipes, puis il Hmm. voit l'agilité comme de la performance, puis que je lui parle de l'humain, quelles sont les Voilà. chances qu'il y ait une certaine écoute? Ouais. Ça Ouais, risque d'être c'est assez faible. intéressant. Mais c'est intéressant parce que tu sais, c'est comme s'en servir des processus comme une porte-entrée pour pouvoir établir une connexion forte et après pouvoir utiliser ça quand même pour structurer la conversation profonde qui va, qui va remettre, qui va permettre la connexion avec soi et pouvoir comme tu sais, mettre l'humain au centre de la Mais discussion. au, Ah, au c'est service intéressant. d'eux. Oui. Et donc, pour quand je travaille avec peut-être des Scrum Masters qui démarrent, c'est toujours cette notion de c'est cool de connaître le cadre, là, puis d'être Mm. certifié, puis je pense que c'est important. Mhm. Maintenant, si jamais il n'y a que ça, on peut assez vite tomber dans le dogmatisme. Mhm. Et Puis là, c'est un peu limité, hein? voilà, ben, un peu, on est extrêmement limité. Ouais. Puis je te joins là-dedans. Il nous reste 5 minutes, Guillaume. Puis j'aimerais, de tout ça, écoute, je peux passer des heures en parlant avec toi, tu le sais, j'imagine. Mais pour garder ça dans le time box, je voudrais te poser la question, dans toutes ces années d'expérience, en tant que coach agile, peu importe ton métier, en accompagnant des équipes et des gestionnaires des compagnies, as-tu un souvenir d'une histoire de succès que tu peux nous raconter en 2 minutes? Ouais, ouais. Et en fait, c'est plutôt récent. Dans mon parcours, en fait, dans mon cheminement, je m'aperçois que ce qui me fait vibrer de plus en plus, c'est des notions de mentorat. Hmm. C'est de connecter avec des personnes
puis quasiment de cheminer ensemble. Quand bien même au départ, je suis là pour les faire cheminer. Donc ça se fait en entreprise, mais ça se fait, je commence aussi à le faire un petit peu. Tu sais qu'on en a parlé souvent, puis c'est des choses Ouais. qui nous portent aussi. Mhm. Et je pense que c'était l'année dernière, puis c'est quelque chose, je pense, qui est aussi fondamental que ce que j'ai pu vivre en 2012, qui m'a changé ma perspective pour le futur. C'est du mentorat que je faisais avec une amie. Puis on creusait à travers les notions d'enquête appréciative, à travers les histoires de notre passé, puis essayer de trouver la bonne question. Et puis, tu disais toutes les petites techniques, là, comme les 5 pourquoi. Là. Puis on était dedans. Là. Puis on ne voyait pas le temps passer. Puis à un moment, il y a eu cette réponse finale sur le pourquoi je veux faire ça, qui a été parce que je veux être heureuse. Wow. Et tu vois, cette réponse-là, déjà, on a arrêté de parler pendant un temps infini. Elle a tellement résonné avec ce pourquoi je voulais faire ce métier-là, après des souffrances vécues en 2012, avec l'intention profonde de ce qu'on fait, puis de ce que je veux faire comme métier, avoir des gens heureux, quel que soit ce qu'ils veulent faire. Et j'oublierai jamais ce moment-là. Je pense qu'il est fondateur dans ce que je suis maintenant, puis dans ce que je veux être maintenant. C'est lié à l'entreprise que je construis avec nos amis Joseph et François. Puis à Lucie aussi. Comment s'appelle ton entreprise? Chouari Coaching. Là. Chouari Coaching. Puis on est 3. Puis là, il y a Lucie que tu connais bien aussi, qui s'est joint à nous, puis qui nous amène toute son énergie lumineuse aussi. Et c'est ça, en fait. C'est ça, le rêve, en fait, de coach, c'est d'amener cette réponse-là, parce que je veux être heureuse. Wow. Hey, Guillaume, je voulais te remercier de ton temps et ta générosité. Et même si on est à distance, je t'avoue que je peux ressentir ton énergie et ton enthousiasme quand tu parles de la conversation et la façon que tu peux aider, que tu peux aider ces personnes-là et, à quel point tu es connecté avec ce propos de vie, de rendre les gens plus heureux dans la vie. Je voulais aussi prendre un moment pour te remercier de tes contributions, en fait, pour ce que tu fais pour la communauté ici à Montréal et tout ce que tu fais pour innover avec le scaling, les conseils que tu donnes, puis l'amour que tu propages ici à Montréal avec ton cheminement. Puis, Merci, et puis c'est aussi beaucoup grâce à toi. C'est des interrelations, tout ça, c'est des interconnexions. Voilà. Puis, avant de se quitter, auras-tu au mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on se quitte? On ne peut pas séparer ce métier de ce qu'on est. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait trop souvent dans nos métiers d'avant, de séparer notre rôle de qui on est vraiment. Et je trouve que c'est ce qu'on fait là, nous, là, accompagner du coaching agile, il reste très orienté sur l'agilité, c'est pas du coaching de vie. On est entier quand on fait ce métier-là. Et c'est pour ça qu'on aime le faire. Wow. Merci, merci Guillaume pour l'inspiration. Puis on va s'arrêter ici. Puis merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Puis on se reprend. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir initié tout ça. Bon, mais on continue. Kala. Merci beaucoup. Salut à tous. Bye.